J'ai fixé mon téléphone pendant très exactement 30 secondes avant de répondre. Je suis chez ma mère pour quelques jours. Besoin d'espace. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. 6 ans de mariage, et c'est ce que je reçois. Un SMS. Pas même un appel téléphonique. Juste quelques mots, censés m'expliquer pourquoi elle ne rentrait pas à la maison. D'accord, ai-je répondu en tapant. Prends ton temps. Court, simple. Le genre de réponse qui n'invite pas aux questions supplémentaires. Car voici ce que j'ai appris, au cours de mes 10 années en tant qu'expert en assurance, quand les gens mentent, ils parlent trop. Ils se justifient à l'excès. Ils remplissent le silence avec des mots qui ne collent pas. Et ma femme, Jennifer, remplissait son message avec exactement le mauvais type de silence. Sa mère vivait à Tampa. Nous vivions à Charlotte. C'est un trajet de 7 heures de route. Jennifer détestait conduire plus de 2 heures d'affilée. Elle prenait toujours l'avion pour rendre visite à ses parents, réservait toujours le même vol Delta de l'après-midi, et m'envoyait toujours le numéro de la porte d'embarquement par texto. Cette fois, rien. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et cliquez sur le bouton de notification pour soutenir cette chaîne, afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, et j'ai regardé autour de notre appartement. L'endroit semblait différent maintenant, plus petit, d'une certaine manière. La photo de mariage, posée sur l'étagère, semblait se moquer de moi. Nous, jeunes et stupides. J'avais 24 ans sur cette photo, elle en avait 23. Nous pensions avoir tout compris à la vie. Je me suis dirigé vers la chambre. Dans son placard, il manquait le sac de voyage violet, celui qu'elle utilisait pour aller à la salle de sport, pas pour des séjours d'une semaine. La grande valise, elle, trônait intacte sur l'étagère du haut. J'ai vérifié la salle de bain. La brosse à dents avait disparu, le produit pour lentilles de contact aussi, mais sa crème pour le visage hors de prix était toujours là. Celle dont elle ne se séparait jamais en voyage, sous prétexte que l'humidité de la Floride ruinait sa peau. Les gens sont prévisibles, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Je me suis assis au bord de notre lit, et j'ai rouvert mon téléphone. Nous partagions un forfait mobile, une de ces offres familiales qui semblaient judicieuses, à l'époque où l'argent se faisait rare. Ce qui ne semblait pas judicieux, en revanche, c'est que je pouvais me connecter au portail du compte, et consulter les données de localisation de base. Jennifer m'avait montré comment l'utiliser l'année dernière, alors qu'elle s'inquiétait de me voir conduire dans une tempête de neige. Maintenant, j'allais m'en servir pour quelque chose de totalement différent. J'ai affiché le compte, cliqué sur son numéro, et attendu que la carte se charge. Le petit point bleu est apparu pile là où je m'attendais à ce qu'il ne soit pas. Au centre-ville de Charlotte, pas à Tampa. Pas du tout, même. Le repère est tombé sur un hôtel, le Marriott sur Trade Street. J'ai zoomé. L'horodatage indiquait 21h47 la nuit dernière, la nuit de mardi. Ma femme passait son moment de besoin d'espace dans un hôtel, à 15 minutes de notre appartement. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'hôtel, ni frappé aux portes jusqu'à ce que je la trouve. C'est ce que l'ancienne version de moi aurait fait. La version qui croyait aux confrontations, aux explications, et au fait de discuter des choses comme des adultes qui se respectent mutuellement. Cette nouvelle version de moi a simplement fait une capture d'écran de la localisation, et ouvert mon ordinateur portable. J'ai passé l'heure suivante à chercher des détectives privés à Charlotte, des avocats spécialisés en divorce, à me renseigner sur le droit du divorce en Caroline du Nord, sur les clauses d'adultère, sur le partage des biens, bref, tout ce que je pouvais trouver. Internet est un endroit incroyable, surtout quand vous essayez de découvrir comment démanteler systématiquement votre propre vie. Vers minuit, j'avais une liste de 5 détectives et de 7 avocats. J'ai envoyé des emails de demande de renseignements à chacun d'eux. Ensuite, je suis allé me coucher, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Il y a quelque chose de clarifiant dans le fait de savoir exactement où l'on se trouve, même si cet endroit est au bord d'un précipice. Jennifer m'a envoyé un message le mercredi matin, à 8h15. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. J'ai répondu, toi aussi. Elle a renvoyé un emoji souriant. Je l'ai fixé pendant un long moment. Comme il lui était facile de mentir,
comme elle semblait à l'aise avec ça, comme si ce n'était qu'une étape de plus dans sa journée. Se réveiller, se brosser les dents, envoyer un texto joyeux à son mari, continuer sa liaison. 3 détectives ont répondu à mes emails avant midi. J'ai rappelé le premier pendant ma pause déjeuner. J'ai officiellement engagé un détective privé le jeudi matin, à 10h30. Il s'appelait Dal Porter, et son bureau se trouvait dans un petit centre commercial, coincé entre un pressing et un cabinet de préparation d'impôts. L'intérieur sentait le café et la vieille moquette. Il avait peut-être 50 ans, des cheveux gris coupés très courts, style militaire, et le genre de visage qui se fond facilement dans la foule. Parfait pour son métier. Quelle est la situation ? A-t-il demandé, me faisant signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir usé, de l'autre côté de son bureau. Ma femme m'a dit qu'elle était chez sa mère, attends pas. En réalité, elle est au Marriott du centre-ville. J'ai besoin de savoir pourquoi. Dal n'a pas scié. Il n'a pas eu l'air surpris. Il n'a montré aucune réaction. Vous voulez une surveillance ? Je veux des preuves documentées. Des photos, une chronologie, tout ce qui est légal et recevable devant un tribunal. Affaire de divorce ? Pas encore, mais probablement bientôt. Il a sorti un bloc-notes jaune, et a commencé à prendre des notes. Depuis combien de temps est-elle dans cet hôtel ? Au moins 2 nuits, peut-être plus. Je n'ai vérifié les données de localisation qu'hier. Vous avez accès à ses relevés téléphoniques. Nous sommes sur le même forfait familial. Je peux voir les données de localisation de base, et le journal des appels. Bien. Ça aide. Quel est le nom de votre femme ? Jennifer Mitchell. Elle est hygiéniste dentaire. Elle travaille chez Bright Smiles, sur Providence Road. Dal l'a noté. Vous soupçonnez qu'elle voit quelqu'un ? Je ne soupçonne pas, je sais. J'ai juste besoin de preuves. C'est de bonne guerre. Mon tarif est de 75 € de l'heure, plus les frais. J'aurai besoin d'une provision de 1500 € pour 2 jours de travail. Si ça prend moins de temps, je vous rembourse la différence. Si ça prend plus, nous renégocierons. J'ai sorti mon portefeuille, et je lui ai tendu ma carte de crédit. Il l'a passée dans une vieille machine qui a fait un bruit de grincement. Je commence aujourd'hui, a dit Dal. Je vous enverrai des mises à jour toutes les 12 heures, à moins d'une urgence. Toutes les photos seront horodatées et géolocalisées. Tout sera recevable. Parfait. Une dernière chose. Dal a levé les yeux de son bloc-notes. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Une fois que vous avez la preuve, vous ne pouvez plus l'ignorer. Certaines personnes préfèrent l'incertitude. Je préfère la vérité. Dal a hoché la tête. Bonne réponse. Je vous tiens au courant. Je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Je me suis présenté à mon box chez Piedmont Insurance, j'ai traité des réclamations, j'ai déjeuné à mon bureau. Mon collègue Brian est passé vers 14 heures. Eh, mec. Ça va ? Tu as l'air à l'ouest, a-t-il dit. Juste un mal de tête. Une longue semaine. On n'est que jeudi. Exactement. Il a ri, et s'est éloigné. Brian était un bon gars. Nous travaillions ensemble depuis 3 ans. On prenait parfois des bières après le travail. On parlait de sport, de films, et de toutes ces choses normales dont parlent les gens normaux. Je me demandais ce qu'il penserait, s'il savait ce que je faisais réellement pendant ma pause déjeuner. Ce qu'il y a avec la trahison, c'est qu'elle ne vous frappe pas d'un seul coup. Ce n'est pas comme un accident de voiture, où vous voyez l'impact arriver et vous vous y préparez. C'est plus lent, plus insidieux, comme une intoxication au monoxyde de carbone. Vous ne le remarquez pas, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Et à ce stade, vous êtes déjà à moitié mort. Jennifer m'a envoyé 2 textos cet après-midi-là. J'espère que le travail se passe bien. Tu me manques. J'ai répondu avec des émojis pouces en l'air. Elle a renvoyé des cœurs. De petits cœurs rouges. Les mêmes cœurs qu'elle envoyait probablement à la personne qu'elle rejoignait dans cet hôtel. Vers 18h30, Dal m'a appelé. Vous avez quelque chose, ai-je demandé. Vous êtes libre pour qu'on se voie. Où ça ? Il y a un dîner sur Independence Boulevard, à l'angle d'Independence et de Sharon Amity. Pouvez-vous y être dans 20 minutes ? J'y serai dans 15.
J'ai mis 12 minutes. Dal était assis dans une banquette au fond, sirotant une tasse de café. Je me suis glissé sur la banquette en face de lui. Il n'a pas perdu de temps en banalité, il a juste fait glisser une enveloppe craft sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos, beaucoup de photos, toutes imprimées en couleur sur du papier glacé. Toutes horodatées dans le coin inférieur droit. Jennifer entrant dans le Marriott. Horodatage, 20h23, mardi soir. Elle portait un jean, et un pull vert que je lui avais acheté à Noël dernier. Un homme entrant derrière elle. Grand, cheveux bruns, tenue de ville décontractée, pantalon kaki, chemise bleue boutonnée, montre d'apparence chère. Horodatage, 20h26. Tous les deux dans l'ascenseur, la main de ma femme sur son bras, tous deux souriants. Horodatage, 20h31. Les portes de l'ascenseur se refermant. Horodatage, 20h32. J'ai vérifié le registre, a dit Dal d'une voix calme. Chambre 167, réservée à son nom. Trevor Walsh, 34 ans, travaille dans les ventes pharmaceutiques pour une entreprise appelée Medtech Solutions. Marié, 2 enfants, vit à Matthews. J'ai fixé la photo d'eux dans l'ascenseur. Jennifer souriait. Pas son sourire poli, celui qu'elle réservait aux serveurs et aux caissières. Son vrai sourire, celui dont je pensais autrefois qu'il n'était que pour moi, celui qui faisait plisser les coins de ses yeux. Combien de temps voulez-vous que je continue à surveiller, a demandé Dal. Jusqu'à demain. J'ai besoin de modèles récurrents, pas seulement d'une seule nuit. C'est noté. Le même tarif s'applique. Ça me va. Dal a sorti une autre photo. Celle-ci montrait Trevor Walsh sortant d'une BMW argentée, sur le parking de l'hôtel. J'ai vérifié sa plaque. La voiture est enregistrée au nom de Medtech Solutions, c'est un véhicule de fonction. Il utilise sa voiture d'entreprise pour rejoindre votre femme. J'ai presque ri. La stupidité de la chose, l'insouciance, utiliser une voiture de société pour une liaison, la garer sur le parking d'un hôtel où n'importe qui pouvait la voir, où les caméras de sécurité pouvaient tout enregistrer. Une dernière chose, a ajouté Dal. J'ai appelé l'hôtel, je me suis fait passer pour Trevor Walsh, et j'ai dit que j'avais besoin de confirmer ma réservation pour ce soir. Le réceptionniste m'a dit que la chambre 167 était déjà réservée à mon nom jusqu'à dimanche. Dimanche. Elle prévoit donc de rester tout le week-end. On dirait bien, a conclu Dal. J'ai remis les photos dans l'enveloppe. Envoyez-moi tout en version numérique, aussi. Je veux des sauvegardes. Ce sera fait. Je vous enverrai un email d'ici ce soir. Je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes avant de rentrer. L'appartement ressemblait à un musée, désormais. Chaque chose à sa place, tout était propre, organisé, et complètement faux. J'ai marché à travers chaque pièce, en la voyant différemment. Le canapé où nous regardions la télé ensemble. Le lit où nous dormions ensemble. La table de la cuisine où nous prenions le petit déjeuner ensemble. Tout cela n'était qu'une représentation. Une pièce de théâtre, où j'ignorais être le seul à suivre le scénario. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai créé un dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé épreuve. J'ai commencé à organiser les photos par horodatage. Ensuite, j'ai ouvert une autre fenêtre, et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce à Charlotte, en Caroline du Nord. La Caroline du Nord est ce qu'on appelle un état de divorce sans faute, no faux, ce qui signifie que vous pouvez demander le divorce sans avoir à prouver que votre conjoint a commis une erreur. Il suffit d'être séparé pendant 1 an, pour ensuite pouvoir dissoudre le mariage. Mais voici le détail que les gens ne savent pas toujours, la faute a encore de l'importance lors du partage des biens. L'adultère est l'une des grandes exceptions. Si vous pouvez le prouver, le juge peut sanctionner le conjoint infidèle lors de la répartition du patrimoine. La pension alimentaire peut être impactée. Tout change quand vous pouvez prouver la faute. J'ai mis 5 cabinets d'avocats dans mes favoris, et je leur ai tous envoyé des demandes de consultation. Ensuite, je me suis fait un sandwich, et j'ai regardé un match de basket à la télé. Les Hornets jouaient contre les Lakers. Charlotte a perdu de 12 points. Je m'en fichais. Je n'ai même pas vraiment regardé le match. J'avais juste besoin de bruit pour remplir l'appartement. Dal m'a envoyé un deuxième lot de photos le vendredi soir. J'étais assis dans ma voiture, devant un restaurant mexicain,
en train de manger un burrito dont je ne voulais pas, quand l'email est arrivé. Le même schéma. Jennifer est arrivée à l'hôtel à 20h15, le jeudi soir. Une tenue différente, cette fois. Robe noire, talons, maquillée comme si elle allait dans un bel endroit. Trevor est arrivé à 20h20. Le même pantalon kaki, une chemise différente. Ils sont montés. La caméra de sécurité du hall les a filmés en train de s'enregistrer. Quoique, parler d'enregistrement serait généreux, Trevor avait déjà la clé. Jennifer marchait simplement à côté de lui, comme si elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Et peut-être que c'était le cas. Il y avait d'autres photos du vendredi matin. Jennifer quittant l'hôtel à 6h45. Les cheveux mouillés, portant un pantalon de yoga et un sweat à capuche, regardant autour du parking comme si elle cherchait d'éventuels témoins. Montant dans sa voiture, notre voiture, la Honda Civic que nous avions achetée ensemble 3 ans plus tôt, et s'éloignant. Dal l'avait suivie. Elle est allée directement au travail. Arrivée chez Bright Smiles à 7h30. Elle est entrée à l'intérieur. Journée normale, vie normale. Comme si elle n'avait pas passé la nuit dans une chambre d'hôtel avec le mari de quelqu'un d'autre. L'email incluait également des fichiers vidéo. Des images du hall que Dal avait, d'une manière ou d'une autre, récupérées auprès de l'hôtel. Je n'ai pas demandé comment. Je les ai juste regardées. J'ai regardé Jennifer et Trevor traverser le hall. Je les ai regardés attendre l'ascenseur, y entrer, et j'ai regardé les portes se refermer. Il y avait quelque chose de presque ennuyeux là-dedans. Aucune passion dramatique, aucun moment digne d'un film, aucun grand geste romantique. Juste 2 personnes entrant dans un hôtel, comme si elles se rendaient à une réunion d'affaires. J'ai tout transféré vers ma messagerie personnelle, puis vers un service de sauvegarde en ligne, et enfin sur une clé USB que je gardais dans le tiroir de mon bureau. Redondance, documentation, preuve. J'ai rencontré une avocate du nom de Patricia Holloway le vendredi, à 11h. J'avais pris un jour de congé maladie au travail. J'avais dit à mon superviseur que j'avais une intoxication alimentaire, il n'a pas posé de questions. Le bureau de Patricia se trouvait au centre-ville, dans un bâtiment moderne avec des murs en verre et des finitions en chrome. C'était luxueux, sans être tape à accent grave l'œil. Sa réceptionniste m'a proposé un café. J'ai décliné. Mon estomac était barbouillé depuis des jours. Patricia avait la quarantaine bien entamée. Un tailleur strict, un regard encore plus strict. Elle m'a serré la main d'une poigne ferme, et m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise, en face de son bureau. Racontez-moi tout depuis le début, a-t-elle dit, en sortant un bloc-notes jaune, identique à celui de Dal. J'ai exposé la chronologie des événements, le texto parlant de Tampa, les données de localisation indiquant Charlotte, l'hôtel, les photos, la routine, le tout organisé chronologiquement. Patricia a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle a levé les yeux. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans, le mois prochain. Nous nous sommes mariés jeunes. J'avais 24 ans, elle en avait 23. Des enfants? Non. Nous en avions parlé, mais avions décidé d'attendre d'être plus stables financièrement. Bien commun. Un compte bancaire avec environ 18 000 € dessus. Un prêt automobile à nos 2 noms, il nous reste environ 7 000 € à payer. Nous louons notre appartement, donc pas de maison. Quelques meubles, des choses normales. Votre femme travaille? Elle est hygiéniste dentaire dans un cabinet sur Providence Road. Elle gagne environ 42 000 € par an. Je gagne 56 000 € en traitant des réclamations d'assurance. Patricia a hoché la tête, notant le tout. Des polices d'assurance vie? Celles de base, fournies par nos emplois. 50 000 € chacune. Des comptes de retraite? J'ai un 401k via mon travail, avec environ 30 000 € dessus. Elle a quelque chose de similaire, peut-être 25 000 €. Et vous avez des preuves de sa liaison. Photos, vidéos. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier, et je lui ai montré tout ce que Dal m'avait envoyé. Elle a étudié chaque photo attentivement, zoomant sur les horodatage. C'est bon, a dit Patricia. Très bon, même. Horodatage clair, lieu identifiable, personnes identifiables. C'est exactement ce qu'il me faut. Que se passe-t-il maintenant? Patricia s'est adossée à sa chaise.
La Caroline du Nord m'autorise à réclamer le paiement des frais d'avocat à la partie adverse, si nous pouvons prouver la faute. L'adultère est un motif valable. Nous allons déposer une demande de divorce absolu. Et non de séparation. Nous soumettrons ces photos comme preuve. Si son avocat conteste, nous convoquerons Monsieur Trevor Walsh pour une déposition. Nous exigerons les registres de l'hôtel par voie de justice. Nous ferons bien comprendre que toute contestation ne fera qu'aggraver la situation pour elle. Et pour les biens? Avec ces preuves, je peux plaider pour un partage en votre faveur. Le juge a un pouvoir d'appréciation dans les cas d'adultère. Nous pourrions potentiellement obtenir une répartition 60-40e, voire 70-30e, selon le juge. Plus les frais d'avocat. En plus de ça, nous pouvons lui demander une pension alimentaire, si nous présentons bien le dossier. Je ne veux pas de pension alimentaire. Je veux juste ce qui est juste, ce à quoi j'ai droit. Patricia a souri. Pas un sourire bienveillant. Un sourire d'avocate. Le sourire de quelqu'un qui aime son travail. La notion de justice est subjective. Ce à quoi vous avez droit est légal. Concentrons-nous sur ce à quoi vous avez droit. Nous avons passé les 90 minutes suivantes à passer en revue notre stratégie. Patricia m'a expliqué le processus, étape par étape. Déposer la demande de divorce absolu. Soumettre les preuves. Signifier les documents à Jennifer. Attendre sa réponse. Agir en fonction de sa décision de contester ou non. Si elle conteste, phase de communication des pièces, déposition, davantage de preuves. Si elle ne conteste pas, négocier un accord. Si la négociation échoue, aller au procès. Combien de temps cela prend-il, ai-je demandé. Si elle ne conteste pas et que nous trouvons un accord rapidement, peut-être 3 mois. Si elle se bat, cela pourrait prendre 1 an ou plus. Mais avec ses preuves. Je ne pense pas qu'elle le fera. Son avocat lui conseillera de trouver un accord. Quand voulez-vous lui signifier les documents, a demandé Patricia, tapotant son stylo contre son bloc-notes. J'y ai réfléchi. Jennifer était censée être chez sa mère jusqu'à dimanche. Cela me laissait 2 jours supplémentaires à la voir me mentir effrontément par texto. Demain, ai-je répondu. Samedi, à l'hôtel, pendant qu'elle y est encore. Patricia a haussé un sourcil. C'est agressif. C'est le but. Ce sera public. Les clients de l'hôtel le verront. Le personnel le verra. Ça pourrait l'embarrasser considérablement. Tant mieux. Patricia m'a observé pendant un instant. Vous êtes sûr? Parce qu'une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. La signification de document est officielle. Légale. Définitive. Je suis sûr. Elle a décroché son téléphone, et a appelé quelqu'un. Kim, c'est Patricia. J'ai besoin de toi demain, samedi, à 14 h. Signification à l'hôtel. Elle a donné à Kim l'adresse et le numéro de la chambre, a raccroché, puis m'a de nouveau regardé. Mon huissier s'en chargera. C'est une ancienne assistante juridique, très professionnelle. Elle frappera à la porte, déclinera son identité, remettra les documents, et consignera le tout. Est-ce qu'elle prendra des photos? Elle porte une caméra corporelle. Tout est enregistré. Horodatage, son, vidéo, tout est recevable. Parfait. Patricia a sorti un accord d'honoraires. Mon tarif est de 300 € de l'heure. J'aurai besoin d'une provision de 3000 € pour commencer. Cela couvre le dépôt initial, la signification des actes, et les négociations préliminaires. Si nous allons au procès, les coûts augmenteront. J'ai signé l'accord, et j'ai fait un chèque. 3000 €. Chaque centime les valait bien. Ça va devenir moche, a averti Patricia alors que je me levais pour partir. Votre femme va vous appeler, vous envoyer des textos, des emails. Elle va essayer de s'expliquer, de négocier, de vous convaincre de laisser tomber. N'entrez pas dans son jeu, ne répondez pas, laissez-moi gérer toute la communication via son avocat. Dès qu'elle en aura engagé un, je ne répondrai plus. Bien. Aussi, changez vos serrures aujourd'hui. Elle a encore les clés de votre appartement, n'est-ce pas? Oui. Changez-les. Je ne veux pas qu'elle se pointe et prétende que vous l'avez enfermée dehors illégalement.
Nous plaiderons l'abandon du domicile. Elle est partie de son plein gré, vous a dit qu'elle allait à Tampa, et n'est pas rentrée. Cela vous donne une base légale pour sécuriser la résidence. J'ai hoché la tête, et noté mentalement d'appeler un serrurier. Une dernière chose, a ajouté Patricia. Savez-vous si ce Trevor Walsh est marié? Il l'est. 2 enfants. Voulez-vous que j'informe sa femme? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la femme de Trevor Walsh, assise chez elle avec ses 2 enfants, ignorant que son mari passait ses soirées dans la chambre 167 du Marriott du centre-ville. Non, ai-je répondu, je m'en chargerai moi-même. Patricia a hoché la tête. Soyez juste prudent. Ne proférez pas de menaces. Ne la harcelez pas, contentez-vous de l'informer. Fournissez des preuves. Laissez-la prendre ses propres décisions. Compris. J'ai quitté le bureau de Patricia, et je me suis assis dans ma voiture, dans le parking souterrain, pendant 20 minutes. Mes mains tremblaient. Pas de colère, pas de peur. D'adrénaline. De la simple réalité que je venais de déclencher un processus qui ne pourrait plus être arrêté. J'ai conduit jusqu'à Home Depot, et j'ai acheté de nouvelles serrures. J'ai passé 2 heures à les installer. J'ai changé chaque serrure de l'appartement. Les serrures de la porte, les verrous, les chaînes de sécurité. Les clés de Jennifer ne fonctionneraient plus. Ce soir-là, elle m'a envoyé un texto. Je pense que je vais rester jusqu'à la fin du week-end. Ma mère a vraiment besoin de moi en ce moment. Elle traverse une période difficile avec des problèmes de santé. J'ai répondu, ce qu'il te faut, prends ton temps. Elle m'a envoyé un emoji cœur. Je l'ai fixé longuement. Je me suis demandé si elle ressentait quoi que ce soit en l'envoyant. Je me suis demandé s'il y avait une part d'elle qui se sentait coupable. Je me suis demandé si elle pensait à moi, ne serait-ce qu'une seconde, quand elle était avec lui. Puis, j'ai supprimé le message, et je suis allé me coucher. Je ne suis pas allé à l'hôtel le samedi. Je n'en avais pas besoin. L'huissier de Patricia, Kim Ortega, s'en occupait. Mais je ne pouvais pas non plus rester assis dans mon appartement à attendre. Alors, je suis allé à la salle de sport. J'ai passé 2 heures à soulever des poids que je n'avais pas l'habitude de soulever. Développé couché, squat, soulevé de terre. J'ai poussé mon corps jusqu'à ce que mes muscles hurlent, jusqu'à ce que je ne puisse plus penser à rien d'autre, si ce n'est à la brûlure dans mes épaules et à la douleur dans mes jambes. Je vérifiais mon téléphone toutes les 10 minutes. Rien. À 13h55, j'étais assis dans ma voiture, sur le parking de la salle de sport, fixant mon écran. Patricia m'avait dit qu'elle m'appellerait une fois que ce serait fait. Kim était censé remettre les papiers à 14h. À 14h07, mon téléphone a sonné. C'est fait, a déclaré Patricia. Mon cœur battait à tout rompre. Kim a précisé que votre femme a ouvert la porte en peignoir d'hôtel, en tissu éponge blanc, les cheveux mouillés, comme si elle venait de prendre sa douche. Elle a eu l'air confuse au début, elle a demandé qui était Kim. Kim s'est présenté comme huissier de justice. Et lui a remis l'enveloppe. Votre femme est restée plantée là. Elle n'a rien dit, elle a juste fixé les documents. Est-ce qu'elle les a ouverts? Kim a dit qu'elle a commencé à le faire. Mais ensuite, quelqu'un à l'intérieur de la chambre, très probablement Monsieur Walsh, a demandé ce qui n'allait pas. Votre femme lui a dit de partir. Il a demandé ce qu'il se passait. Elle lui a dit de dégager. Plus fort. Cette fois. C'est à ce moment-là que Kim est parti. La signification légale a bien été effectuée. Kim a enregistré la vidéo? Absolument tout. Les images de la caméra corporelle, le son, les eurodatages, tout est documenté. J'ai remercié Patricia, et j'ai raccroché. Pendant très exactement 90 secondes, je n'ai rien ressenti. Je suis juste resté assis là, dans ma voiture, fixant l'entrée de la salle de sport, observant les gens entrer et sortir. Des gens normaux, faisant des choses normales du samedi, s'entraînant, vivant leur vie, n'ayant pas leur mariage en train d'imploser en temps réel. Puis, mon téléphone a vibré. Jennifer appelait. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé immédiatement. Je l'ai de nouveau rejeté. Puis, les textos ont commencé. S'il te plaît, décroche. David, réponds au téléphone. Il faut qu'on parle.
Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai conduit jusqu'au cinéma. J'ai acheté un billet pour le premier film à l'affiche. Un truc de super-héros dont je me fichais éperdument. Je me suis assis au dernier rang, et j'ai fixé l'écran pendant 2 heures, sans assimiler la moindre scène. Quand je suis sorti, le soleil se couchait. J'ai rallumé mon téléphone. 43 appels manqués, 37 messages textes, 5 messages vocaux, et 3 appels manqués d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement Trevor Walsh. Je me suis assis dans ma voiture, et j'ai écouté les messages vocaux. Premier message vocal, horodatage 14h14, bébé, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. J'ai fait une erreur. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est compliqué. S'il te plaît, rappelle-moi, je t'en supplie. Sa voix tremblait, elle pleurait. C'était le son de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. Deuxième message vocal, horodatage 14h31, David, tu as engagé quelqu'un pour me suivre? Tu es sérieux, là? Tu m'as fait signifier des papiers de divorce dans un hôtel. C'est de la folie. Il faut qu'on en discute comme des adultes. Rappelle-moi. Les pleurs avaient disparu. Maintenant, elle était en colère, sur la défensive, essayant de renverser la situation et de me faire passer pour le méchant, juste pour avoir documenté sa liaison. Troisième message vocal, horodatage 15h08, très bien, ne réponds pas. Je rentre à la maison. On va arranger ça. Ne fais rien de stupide. Attends-moi, c'est tout. On peut régler ça. Quatrième message vocal, horodatage 15h42, les serrures ont été changées? Tu as changé les serrures? C'est une blague? Laisse-moi entrer. J'habite ici, moi aussi. C'est illégal. Tu ne peux pas m'enfermer dehors comme ça. Cinquième message vocal, horodatage 16h15, j'ai appelé un avocat. Il a dit, vous ne pouvez pas m'enfermer dehors. J'appelle la police. C'est illégal. Je les ai tous supprimés, sans répondre. Puis, j'ai appelé Dal. J'ai besoin d'une dernière chose, lui ai-je dit. Je vous écoute. Trevor Walsh. Le type avec qui elle est. J'ai besoin des coordonnées de sa femme. Dal est resté silencieux pendant un instant. Vous êtes sûr de ça? Totalement. Laissez-moi 1 heure. J'ai conduit jusqu'à un fast-food, et j'ai commandé de la nourriture que je n'arrivais pas à avaler. Je me suis contenté de remuer des frites dans mon assiette en attendant l'appel de Dal. 45 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un email de Dal. Objet, Trevor Walsh. Coordonnées. La femme de Trevor Walsh s'appelait Amanda. Elle travaillait comme enseignante dans un collège de Matthews. Il vivait dans un beau lotissement résidentiel, avec un syndicat de copropriété et une piscine commune. Dal y avait inclus son numéro de téléphone, son adresse email, et le lien de son profil Facebook. J'ai ouvert Facebook, et j'ai regardé sa page. Amanda Walsh, 32 ans. La photo de profil la montrait avec 2 enfants, un garçon et une fille, peut-être 8 et 6 ans. Beaucoup de publications sur l'enseignement, les réunions parents-professeurs, et les activités sportives de ses enfants. Une mère de banlieue normale, vivant une vie de banlieue normale, ignorant que son mari passait ses soirées dans la chambre 167. Je suis resté assis avec ces informations pendant un long moment. J'ai pensé à ce que cela impliquerait de le lui dire. J'ai pensé à ses 2 enfants, sur la photo de profil. J'ai pensé au fait de faire exploser une autre famille, simplement parce que la mienne était déjà en train de brûler. Puis, je me suis souvenu du sourire de Jennifer sur cette photo dans l'ascenseur. La façon dont elle avait touché son bras. La façon dont elle m'avait menti effrontément pendant 3 mois, pendant que j'allais travailler, rentrer à la maison, et agissais comme un mari, tout simplement parce que je croyais en être un. J'ai ouvert ma boîte mail, et j'ai rédigé un message. Madame Walsh, vous ne me connaissez pas, mais nous avons quelque chose en commun. Je m'appelle David Mitchell. Je suis marié à Jennifer Mitchell, ou plutôt, je l'étais. Nous allons divorcer. La raison de notre divorce est que votre mari et ma femme se retrouvent au Marriott du centre-ville. Depuis 3 mois. Chambre 167. J'ai joint des photos avec horodatage. Je pensais que vous deviez le savoir.
Je suis désolé d'être celui qui vous l'apprend. Je sais que c'est douloureux. Je suis en train de le vivre, moi aussi. Cordialement, David Mitchell. J'ai mis en pièces jointes 6 des photos les plus claires. Jennifer et Trevor dans le hall. Jennifer et Trevor dans l'ascenseur. La BMW de Trevor sur le parking. La porte de la chambre d'hôtel, avec le numéro 167 visible. Des horodatage sur tout. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant 1 minute entière. Puis, j'ai appuyé. L'email a filé. Je suis resté assis là pendant encore 10 minutes, à fixer mon téléphone, attendant quelque chose. Une réaction, une indication quelconque que je venais de changer la vie d'une autre personne pour toujours. Rien ne s'est passé. Le monde a continué de tourner. Les gens ont continué de manger leurs burgers. Dehors, les voitures ont continué de circuler dans la rue. Je suis rentré chez moi. La voiture de Jennifer était garée devant notre immeuble. Elle était assise à l'intérieur, moteur éteint, les yeux fixés sur l'entrée. Elle m'a vu arriver, est sortie de sa voiture, et a marché vers la mienne. Je me suis garé, je suis sorti, j'ai verrouillé mon véhicule, et j'ai commencé à marcher vers l'entrée du bâtiment. David, je t'en prie, a dit Jennifer derrière moi. Je ne me suis pas retourné, j'ai juste continué à marcher. Il faut qu'on parle. J'ai atteint la porte, j'ai sorti mes nouvelles clés, et je l'ai déverrouillée. David, ne fais pas ça. Je suis entré, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Elle a essayé de la rattraper, mais le verrouillage automatique s'est enclenché d'un clic. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes immédiatement. Je suis entré. Jennifer frappait à coups de poing sur la porte d'entrée vitrée. Je pouvais la voir à travers la paroi arrière en verre de l'ascenseur, alors que je montais. Elle devenait de plus en plus petite, jusqu'à n'être plus qu'une silhouette sur un parking. Et puis, elle a disparu. Jennifer s'est présentée à la porte de notre appartement à 19h, maintenant. J'étais rentré depuis 2 heures, j'avais mis des vêtements confortables, et j'avais préparé à dîner, des restes de pâtes réchauffées au micro-ondes, car je n'avais pas la force de cuisiner un vrai repas. Elle a frappé à la porte pendant 10 bonnes minutes, avant que je n'ouvre. Elle avait une mine affreuse. Les yeux rouges, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, attachés en une queue de cheval décoiffée. Elle portait toujours les mêmes vêtements de l'hôtel, son jean, et ce pull vert. Elle a essayé de me forcer le passage. J'ai bloqué l'embrasure de la porte. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Non. Pas du tout. David, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai vu les photos. Je sais où tu as été. Je sais avec qui tu as été. Qui a-t-il d'autre à ajouter? Son visage s'est décomposé. Elle a recommencé à pleurer. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Je ne l'aime même pas. Je ne l'apprécie même pas. C'est juste arrivé, comme ça. Les choses n'arrivent pas juste comme ça. Tu as fait des choix. Des choix délibérés, pendant 3 mois. Comment sais-tu que ça fait 3 mois? Parce que je ne suis pas stupide, Jennifer. J'ai vérifié les relevés de carte de crédit. Octobre, novembre, décembre. 3 mois de frais au Marriott. 3 mois de mensonges. Elle s'est essuyé les yeux. Tu as fouillé dans nos relevés de carte de crédit? Nos relevés? C'est mon argent, aussi. La moitié de chaque dépense là-dessus m'appartient. C'est de la folie. Tu deviens complètement fou. Je suis rationnel. Il y a une différence. Elle a essayé une autre approche. Elle a adouci sa voix, se faisant suppliante. David, on peut arranger les choses. On peut aller suivre une thérapie de couple. On peut réparer ça. 6 ans de mariage ne se terminent pas juste comme ça. Si, ça se termine exactement comme ça, quand l'une des 2 personnes passe 3 mois dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un d'autre. Ça ne signifiait rien. Alors, pourquoi l'as-tu fait? Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est juste restée là, à pleurer. Combien de temps, ai-je demandé? Quoi? Combien de temps as-tu été avec Trevor? La vérité, cette fois. Elle a détourné le regard, et a fixé la moquette du couloir.
4 mois. Ça a commencé en septembre. 4 mois, pas 3. Encore plus longtemps que ce dont j'avais trouvé la preuve. J'ai senti une sensation glaciale s'installer dans mon estomac. Comment l'as-tu rencontré? Lors d'une conférence dentaire à Raleigh. Il y était pour une affaire de produits pharmaceutiques, dans le même hôtel. Nous nous sommes rencontrés au bar de l'hôtel. Et vous avez échangé vos numéros? Oui. Et vous avez commencé à envoyer des textos? Oui. Et ensuite, vous avez commencé à vous voir à Charlotte? Oui. Pendant que j'étais au travail? Oui. Pendant que j'étais à la maison, en train de préparer le dîner, pensant que tout allait bien. Elle n'a pas répondu à celle-là. Je veux qu'on arrange ça, a dit Jennifer doucement. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais je t'aime. Je t'aime encore. Non, tu ne m'aimes pas. Si. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. L'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on dit. C'est quelque chose que l'on démontre par des actes. Et ce que tu as fait, c'est me mentir pendant 4 mois, tout en couchant avec quelqu'un d'autre. J'étais confuse. Je me sentais prise au piège. Je ne savais pas ce que je voulais. Et maintenant? Maintenant, je sais que je veux sauver notre mariage. Trop tard. Les papiers sont déposés, Jennifer. C'est fini. La notification officielle se fera par le biais de ton avocat, quand tu en auras engagé un. D'ici là, ne me contacte pas. Ne viens pas ici. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de texto. Nous deux, c'est terminé. Tu ne peux pas juste jeter 6 années à la poubelle. Je ne jette rien à la poubelle. C'est toi qui l'as déjà fait. Je me contente juste de nettoyer tes dégâts. J'ai commencé à fermer la porte. Elle a coincé son pied dans l'interstice. Tu as envoyé ces photos à la femme de Trevor, n'est-ce pas? Sa voix tremblait à présent. La colère se mêlait à la panique. Amanda l'a appelée en hurlant. Elle demande le divorce, elle aussi. Il a perdu ses enfants. Tu as détruit sa famille. Non, ai-je répondu calmement. Il a fait ça tout seul. Moi, j'ai juste fourni les preuves. Exactement la même chose que ce que je fais avec notre mariage. Je ne détruis rien. Je documente ce qui était déjà détruit. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Et moi, alors? Et ma vie? Mon travail? Tout le monde va le savoir. Le personnel de l'hôtel a tout vu. La femme de Trevor va le dire à tout le monde. Ça va me ruiner. Tu aurais dû y penser avant de réserver la chambre 167. Je te déteste, a-t-elle murmuré. Je m'en fiche. J'ai tiré la porte pour la fermer, en repoussant doucement son pied. Elle n'a pas résisté cette fois-ci. Elle est juste restée dans le couloir, en larmes. J'ai verrouillé la porte, et je m'en suis éloigné. J'ai éteint mon téléphone, je me suis préparé du thé, je me suis assis sur le canapé, et j'ai fixé le vide pendant 1 heure. Le lendemain matin, la mère de Jennifer m'a appelé. J'avais rallumé mon téléphone vers 7 heures pour consulter mes emails. 11 appels manqués de Jennifer, 3 de numéros que je ne reconnaissais pas, et un de Madame Patterson, ma belle-mère. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieux de savoir ce qu'elle dirait. David, que se passe-t-il, bon sang? La voix de Madame Patterson était tranchante, accusatrice. Jennifer est ici, en larmes, elle dit que tu as demandé le divorce. Elle dit que tu l'as fait suivre. Elle dit que tu lui as fait remettre des papiers dans un hôtel, devant des inconnus. Tout cela est exact. Elle dit que c'est un malentendu. Ce n'en est pas un. Elle a fait une erreur, David. Les gens font des erreurs. On ne jette pas 6 ans de mariage par la fenêtre pour une seule erreur. Ce n'était pas une seule erreur, Madame Patterson. C'était 4 mois d'erreur. 4 mois de choix délibérés. 4 mois à me mentir effrontément. Elle m'a parlé de l'autre homme. Elle a dit que c'était fini. Qu'elle y avait mis un terme. Qu'elle veut arranger les choses. Ce n'est pas mon cas. Tu es déraisonnable. Non, je suis rationnel. Votre fille a eu une liaison. Je l'ai documentée. J'ai demandé le divorce.
Ce n'est pas déraisonnable. C'est la réponse appropriée à la trahison. Mais Madame Patterson, avec tout le respect que je vous dois, cela ne regarde que Jennifer et moi. Ce n'est pas votre mariage. C'est le nôtre. Ou plutôt, c'était le nôtre. Jennifer a besoin de soutien en ce moment. Elle est dévastée. Alors, soutenez-la. Mais ne m'appelez pas pour me dire que j'ai tort de divorcer de quelqu'un qui m'a menti pendant 4 mois. Tu es cruel. Tout le monde n'arrête pas de dire ça, mais personne ne semble penser que Jennifer a été cruelle pour ce qu'elle a fait. Intéressant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de Jennifer. J'ai bloqué les numéros inconnus, qui appartenaient probablement à ses amis ou à sa famille, essayant de me joindre. Puis, je suis allé travailler. Brian m'a coincé pendant le déjeuner, ce lundi-là. Nous étions dans la salle de pause. Je réchauffais un reste de pizza au micro-ondes, il préparait du café. « Eh, mec, ça va ?» a-t-il demandé. « Tu as l'air vraiment à l'ouest, ces derniers temps. » « Je vais divorcer. » Son visage s'est décomposé. Il s'est arrêté au milieu de son geste. « Quoi ? Tu es sérieux ? » « Totalement. » Que s'est-il passé ? Jennifer avait une liaison. Depuis 4 mois. Je l'ai découvert. J'ai demandé le divorce. Brian ne savait pas quoi dire. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois. Finalement, il a réussi à articuler « Jennifer ? Vraiment ? Je veux dire, j'ai toujours pensé que vous étiez super solide. Moi aussi. Je suis tellement désolé, mec. C'est. Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. C'est comme ça. C'est tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux parler, ou prendre une bière, ou... Ça ira, mais merci. Brian a hoché la tête et s'est éloigné, l'air mal à l'aise. Je ne lui en voulais pas. Il n'y a pas de scénario préétabli pour ce genre de conversation. Personne ne vous apprend comment réagir quand quelqu'un vous annonce que son mariage est en train de se terminer. On marmonne juste des banalités, on espère qu'ils vont bien, et on se sent gêné pendant les jours qui suivent. J'ai mangé ma pizza, et je suis retourné au travail. J'ai traité des réclamations d'assurance, j'en ai approuvé certaines, j'en ai refusé d'autres. Un mardi après-midi normal, une vie normale qui continue, malgré tout ce qui s'effondrait autour. Patricia m'a appelé le mardi soir pour faire le point. Jennifer a engagé un avocat, a-t-elle annoncé. Thomas Brennan. Il est compétent. Il pratique le droit de la famille depuis environ 15 ans. Ce n'est ni le meilleur, ni le pire. Que dit-il ? Il a déposé une réponse pour contester les motifs du divorce. Il prétend que les allégations d'adultère sont fausses ou exagérées. Une stratégie de défense tout à fait classique. Nous nous y attendions. Qu'est-ce que cela signifie pour notre dossier ? Cela signifie que nous allons soumettre nos preuves de manière formelle. Photos, données de localisation, témoignages, registre de l'hôtel. J'ai déjà tout préparé. Nous convoquerons également Trevor Walsh pour une déposition, si nécessaire. Sa déposition, à elle seule, suffira probablement pour que l'avocat de Jennifer lui conseille de trouver un accord. Quelle est la date de l'audience ? Probablement dans 6 semaines, peut-être 8. C'est la juge Meyer qui s'en charge. Elle est juste, mais sévère. Elle n'aime pas les menteurs, ni les tricheurs. Si les preuves sont aussi solides que je le pense, tout se passera bien pour nous. À quel point sont-elles solides ? Sur une échelle de 1 à 10, c'est un 9. La seule façon pour qu'elles soient plus solides, ce serait d'avoir une vidéo d'eux à l'intérieur même de la chambre, et nous n'avons pas besoin de ça. La récurrence du schéma, à elle seule, est accablante. Même hôtel, même chambre, plusieurs nuits de suite. Tous les deux mariés à d'autres personnes. Aucun jury n'avalerait une ligne de défense. Allons-nous au procès ? Probablement pas. Une fois que Brennan aura vu notre dossier de preuves, il conseillera à Jennifer de transiger. Aller au procès ne ferait qu'aggraver les choses pour elle. Plus public, plus cher, plus humiliant. Tant mieux. Une dernière chose. La femme de Trevor Walsh a demandé le divorce, hier, a ajouté Patricia.
Elle a cité vos preuves dans son dossier. Elle a utilisé les mêmes photos. L'avocat de Walsh a essayé de les faire rejeter, affirmant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Le juge a rejeté la requête. Vos preuves sont recevables dans les deux affaires. Donc, en gros, j'ai détruit 2 mariages. Non, ils ont détruit leur propre mariage. Vous n'avez fait que le documenter. Tout le monde n'arrête pas de dire que je suis cruel. Vous n'êtes pas cruel. Vous êtes méticuleux. Il y a une différence. J'ai remercié Patricia, et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, pensant à tout cela. À Jennifer, à Trevor Walsh, à Amanda Walsh et à ses 2 enfants. Aux conséquences en chaîne d'une seule décision, ma décision de vérifier les données de localisation, et comment elle avait mené à tout ceci. Mais je ne me sentais pas coupable. Je n'éprouvais aucun regret. Je me sentais juste engourdi, comme si je regardais ma vie se dérouler de loin. Je me suis levé à 2 heures du matin, et je me suis préparé des œufs brouillés. Je les ai mangés debout, au comptoir de la cuisine. J'ai pensé à la façon dont j'avais l'habitude de préparer le petit déjeuner pour nous 2. À la façon dont Jennifer aimait ses œufs, retournés, mais coulant à l'intérieur, avec des toasts. À la façon dont nous nous asseyions ensemble à table, le week-end, lisant sur nos téléphones, buvant du café, et nous sentant bien dans notre silence. À la façon dont tout cela avait maintenant disparu. À la façon dont cela avait disparu depuis 4 mois, sans même que je ne le sache. Jennifer a essayé de me contacter encore 17 fois, au cours des 2 semaines suivantes. Appels, textos, emails, et même une lettre livrée à mon bureau par un coursier. J'ai tout ignoré. Patricia m'avait conseillé de ne pas communiquer avec elle, si ce n'est par l'intermédiaire des avocats. J'ai suivi son conseil. La lettre disait, « David, je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, pouvons-nous juste parler, une seule fois ? J'ai besoin que tu comprennes ce qu'il s'est passé. J'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. S'il te plaît. » Je l'ai passé à la déchiqueteuse, et je l'ai jeté à la poubelle. Trevor Walsh s'est présenté à mon appartement un mercredi soir, 2 semaines après que j'ai fait signifier les papiers à Jennifer. J'ai ouvert la porte pour le trouver là, debout, avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Des cernes sous les yeux, mal rasés, les cheveux en bataille. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais d'après les photos. Un M88, peut-être un M90. Plus beau gosse aussi, de cette façon stéréotypée propre aux commerciaux pharmaceutiques. Mâchoire carrée, belles dents, montre de prix. « Vous êtes David ?» a-t-il demandé. « Oui. Je suis Trevor. »« Je sais. » Nous sommes restés là un moment, à nous jauger mutuellement. Il avait l'air de vouloir me frapper. Moi, j'avais l'air prêt à le laisser essayer. « Vous avez ruiné ma vie ?» a-t-il fini par dire. « Non, ça, vous l'avez fait tout seul. Vous avez envoyé ces photos à ma femme. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » « Si, je l'étais. »« Pourquoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait, à vous ? » J'ai failli rire. « Vous me posez vraiment la question ? Je ne vous connaissais pas. Je ne savais pas que Jennifer était mariée. Elle m'a dit qu'elle était séparée. Elle a dit que son mari était. N'essayez même pas, les jeux coupés. Arrêtez. Je sais qu'elle vous a menti. Je m'en fiche. Vous étiez mariés, vous aussi. Vous avez des enfants. Vous saviez très bien ce que vous faisiez. » Trevor a passé une main dans ses cheveux. Il avait l'air épuisé. « J'ai fait une erreur. Je le comprends. Mais envoyez ces photos à Amanda. Mes enfants refusent de me parler, maintenant. Ma fille a 8 ans, et elle ne veut même plus me regarder. Mon fils demande pourquoi je ne vis plus à la maison, et je ne sais pas quoi lui répondre. C'est fâcheux. Ça ne vous fait absolument rien, n'est-ce pas? Et pourquoi ça m'en ferait? Vous avez couché avec ma femme pendant 4 mois. Vous pensez que je suis censé me sentir mal parce que vos enfants sont bouleversés? Ma vie entière a été détruite, elle aussi. La différence, c'est que moi, je n'ai rien fait de mal. Je comprends. Vous êtes en colère. Mais étiez-vous vraiment obligé de le dire à Amanda? Étiez-vous obligé de faire exploser toute ma famille?
Oui. Pourquoi? Parce qu'elle méritait de connaître la vérité. Tout comme je méritais de la connaître. Vous pensez qu'elle voulait continuer à vivre dans le mensonge? Vous pensez que vos enfants s'en sortiront mieux avec des parents qui se mentent l'un à l'autre? Trevor m'a dévisagé. Je vis dans un appart-hôtel, a-t-il dit. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 2 semaines. L'avocat d'Amanda menace de tout me prendre. Mon employeur pose des questions, parce que j'ai utilisé une voiture de fonction. Toute ma vie est en train de s'effondrer. Fâcheux. Mais ce n'est pas mon problème. Vous êtes quelqu'un de froid. Vous le savez, ça? Je suis quelqu'un de rationnel. Il y a une différence. Il a secoué la tête lentement. Je suis venu ici pour... Je ne sais pas, pour voir si on pouvait discuter. Pour voir si, peut-être, vous envisageriez de dire à Amanda que c'était juste un malentendu, ou quelque chose du genre. Ce n'était pas un malentendu. Vous avez eu une liaison avec ma femme. C'est un fait. Je ne vais pas mentir à votre femme pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre peau. Je suppose que j'avais juste pensé. Quoi? Que je compatirais? Que nous allions créer des liens sur le fait d'être tous les deux des victimes de Jennifer? Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un participant. Vous avez fait des choix. Maintenant, vous assumez les conséquences. Trevor est resté planté là encore un instant, l'air abattu. Puis, il a tourné les talons et s'est éloigné. Je l'ai regardé monter dans sa BMW argentée, la même BMW que sur les photos, et partir au loin. J'ai refermé la porte, et je suis retourné à ma vie. Patricia m'a appelé 4 semaines plus tard dans le processus, avec de bonnes nouvelles. L'avocat de Jennifer avait essayé de négocier un accord. Un partage 50-50e sur tout. Pas de détermination de faute. Une rupture nette. Patricia l'avait rejeté. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que nous pouvons obtenir mieux. Vos preuves sont en béton armé. Une fois devant le tribunal, la juge Meyer statuera en votre faveur. Je suis convaincu que nous pouvons obtenir une répartition de 70-30e. Peut-être 60-40e, au minimum. Plus les frais d'avocat. De quelle somme parle-t-on? Vous repartiriez avec environ 40 000 € des biens communs, plus le fait qu'elle paie vos frais de justice. Elle obtiendrait environ 15 000 €, et devrait payer son propre avocat. De plus, le prêt automobile serait refinancé à son seul nom. Si nous acceptons l'accord maintenant. Vous obtiendriez tous les deux environ 27 000 €, et vous partageriez les frais de justice. Vous continueriez également à partager la responsabilité du prêt automobile. Alors, on va au tribunal. C'est ce que je recommande. La date d'audience a été fixée au 15 octobre, soit 6 semaines après que je lui ai fait remettre les papiers à l'hôtel. Cela me semblait à la fois trop rapide et trop lent. Jennifer a essayé une dernière fois de me contacter directement. Elle s'est présentée à mon bureau pendant la pause déjeuner, 3 semaines avant l'audience. La sécurité m'a appelé avant de la laisser monter. Je leur ai dit de la renvoyer. Elle est partie sans faire de scandale, mais non sans avoir laissé un mot aux gardes de sécurité. Le mot disait « Je suis désolé. Je serai toujours désolé. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. » Je l'ai jeté à la poubelle sans y répondre. Dal m'a envoyé sa facture finale la même semaine. 2300 € au total. Je l'ai payé immédiatement, en y ajoutant un pourboire de 300 €. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. L'audience de divorce a eu lieu un mardi, le 15 octobre. Une matinée claire et froide. Je portais un costume. Patricia m'a rejoint devant le palais de justice à 8h45. Prêt, a-t-elle demandé. Oui. N'oubliez pas, ne parlez pas à moins que la juge ne vous pose une question directe. Laissez-moi tout gérer. Si on vous interroge sur la liaison, soyez factuel. Aucune émotion, juste des faits. Compris. Nous sommes entrés à l'intérieur. La salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé. Des boiseries, des néons, le drapeau américain dans un coin. La juge Meyer était déjà au tribunal, en train d'examiner des documents. Jennifer était assise du côté opposé avec son avocat, Thomas Brennan. Elle avait l'air mince, fatiguée, vieillie d'une certaine manière. Elle portait une robe classique,
un maquillage très léger, les cheveux tirés en arrière. C'était sa tentative de paraître respectable pour la juge. Elle m'a jeté un coup d'œil, une fois. Je n'ai pas détourné le regard, je l'ai fixé en retour jusqu'à ce qu'elle rompe le contact visuel, pour baisser les yeux vers la table. La juge Meyer a appelé l'affaire. Patricia a présenté nos preuves de manière méthodique. Des photos ont été projetées sur un écran. Les horodatages y étaient clairement visibles. Les données de localisation. Les registres de l'hôtel, que Patricia avait obtenus par assignation, prouvant que la chambre 167 avait été réservée au nom de Trevor Walsh à 23 reprises distinctes, entre septembre et décembre. Il y avait aussi des messages textes de Jennifer à Trevor, que son avocat avait été contraint de fournir lors de la phase d'instruction. Tu me manques déjà. J'ai hâte d'être à ce soir. Il finit tard encore une fois. On a toute la soirée. Des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses au Marriott, des frais de dîner, des notes de service d'étage. Tout cela aux dates où Jennifer m'avait dit qu'elle travaillait tard, qu'elle rendait visite à des amis, ou qu'elle faisait des courses. Patricia a passé tout cela en revue méthodiquement, a construit le dossier pièce par pièce, et l'a rendu impossible à nier. Brennan a tenté d'argumenter que la liaison était un symptôme de problèmes conjugaux, et non une cause. Il a affirmé que j'avais été distant émotionnellement, que Jennifer s'était sentie négligée, et que le mariage était déjà brisé. La juge Meyer l'a coupé net. Maître, je me moque des symptômes. Ce qui m'importe, ce sont les choix. Votre cliente a fait des choix. Ces choix constituent un adultère en vertu de la loi de Caroline du Nord. Ces choix ont des conséquences. C'est ce que nous sommes là pour déterminer. Nous ne sommes pas ici pour savoir si M. Mitchell a été un mari parfait, mais pour déterminer si Mme Mitchell a commis un adultère. Et au vu de ces preuves, c'est clairement le cas. Brennan s'est rassis. La juge Meyer m'a posé 3 questions. Monsieur Mitchell, avez-vous engagé un détective privé pour suivre votre femme? Oui, votre honneur. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa mère à Tampa, mais la localisation de son téléphone indiquait qu'elle se trouvait dans un hôtel à Charlotte. Je voulais savoir pourquoi. Et lorsque vous avez reçu les preuves de sa liaison, qu'avez-vous fait? J'ai demandé le divorce. Merci. Elle a posé 2 questions à Jennifer. Madame Mitchell, avez-vous eu une liaison extra-conjugale avec Trevor Walsh? La voix de Jennifer était à peine audible. Oui, votre honneur. Pendant combien de temps? 4 mois. Merci. La juge Meyer a relu ses notes pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Enfin, elle a levé les yeux. Je statue en faveur du plaignant. Les biens seront répartis à 70/30 en faveur de M. Mitchell, sur la base de la faute admise par Mme Mitchell. Mme Mitchell aura la charge de refinancer le prêt automobile conjoint à son seul nom, et ce, dans un délai de 90 jours. Mme Mitchell paiera la totalité des frais d'avocat de M. Mitchell. Le mariage est dissous avec effet immédiat. Elle a signé les documents, et les a tendus à son greffier. Nous en avons terminé, ici. Jennifer s'est mise à pleurer. Son avocat a posé une main sur son épaule. Elle l'a repoussé, s'est levée, et est sortie rapidement de la salle d'audience. Je suis resté assis là, un instant, sans rien ressentir, si ce n'est un vide étrange à la place de toute la colère que j'avais pu avoir. Patricia m'a serré la main. Félicitations. Vous avez gagné. Merci. Que allez-vous faire maintenant? J'y ai réfléchi. Déménager. Trouver un nouvel endroit. Recommencer à zéro. C'est un bon plan. Vous avez 30 jours pour diviser les biens personnels restants. Après quoi, tout ce qui n'aura pas été réclamé pourra être jeté. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis du palais de justice ensemble. Le soleil éclatant d'octobre, l'air frais, l'odeur des feuilles d'automne. Je suis monté dans ma voiture, et je suis retourné au bureau. J'ai terminé ma journée de travail. J'ai approuvé certaines réclamations. J'en ai refusé d'autres. Un mardi après-midi normal. Ce soir-là, j'ai commencé à emballer les affaires restantes de Jennifer. Il ne restait pas grand-chose. Elle avait pris la plupart de ses vêtements lorsqu'elle était prétendument allée chez sa mère. Ce qui restait ressemblait aux reliques de la vie de quelqu'un d'autre. Un pull que je lui avais acheté pour Noël, 2 ans plus tôt.
Un mug de notre lune de miel à Myrtle Beach. Un livre qu'elle n'avait jamais fini de lire. Quelques articles de toilette de la salle de bain. Un album photo de notre mariage. J'ai tout empilé dans des cartons, et je les ai laissés près de la porte. Je lui ai envoyé un texto depuis le téléphone du bureau de Patricia, puisque j'avais bloqué son numéro, tes affaires sont emballées. Viens les chercher cette semaine, ou j'en fais don. Elle a répondu 1 heure plus tard, je passerai samedi matin. Très bien. Je ne serai pas là. La clé sera chez le gardien de l'immeuble. Le samedi matin, je suis allé à la salle de sport. J'y ai passé 3 heures. Poids, cardio, hammam. Quand je suis rentré, les cartons avaient disparu. À leur place, il y avait un petit mot. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu trouveras le bonheur. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je t'aimerai toujours, même si tu ne me crois pas. Je l'ai froissé en boule, et je l'ai jeté à la poubelle. 3 semaines après que le divorce ait été prononcé, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Objet, merci. J'ai failli le supprimer. J'ai supposé que c'était un spam, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Monsieur Mitchell, vous ne me connaissez pas, mais je tenais à vous contacter. Je suis Amanda Walsh. Vous m'avez envoyé des photos de mon mari, il y a plusieurs mois. Je voulais que vous sachiez que j'ai demandé le divorce. Et qu'il a été prononcé. J'ai obtenu la garde exclusive de nos enfants. Trevor a des visites supervisées un week-end sur 2. Je vous suis reconnaissante de m'avoir dit la vérité. C'était douloureux. Mais nécessaire. Personne ne devrait avoir à vivre dans le mensonge. J'espère que vous allez bien. Personne ne mérite ce que nous avons traversé. Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend. Mon numéro est ci-dessous. Sans aucune pression. C'est juste l'offre de quelqu'un qui est passé par là. Cordialement, Amanda Walsh. J'ai lu l'email 2 fois, j'ai fixé son numéro de téléphone pendant un long moment. J'ai pensé à l'appeler. J'ai pensé à ce que ce serait d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui comprenait vraiment ce que ça faisait. Puis, j'ai fermé l'email et je l'ai supprimé. Non pas parce que je n'appréciais pas le geste, mais parce que je n'avais pas besoin d'en parler. Je n'avais pas besoin d'assimiler ça avec quelqu'un d'autre. Je n'avais besoin ni de tourner la page en cœur, ni de compréhension, ni de partager un traumatisme. J'avais juste besoin d'aller de l'avant. J'ai trouvé un nouvel appartement en novembre. Un 2 pièces, au 7e étage, dans un meilleur quartier de la ville. J'ai signé un bail d'1 an. Le propriétaire m'a demandé si quelqu'un d'autre figurerait sur le bail. J'ai répondu, non, juste moi. J'ai acheté de nouveaux meubles, de la nouvelle vaisselle, de nouveaux draps, de nouvelles serviettes. J'ai fait en sorte que l'endroit donne l'impression d'être à moi, et non plus à nous. Je n'ai accroché qu'une seule photo au mur. Une image des montagnes Blue Ridge, que j'avais prise lors d'un voyage en camping, 5 ans plus tôt, avant Jennifer. Avant le mariage. Quand je n'étais que moi. Le travail a continué. Les réclamations arrivaient, je les traitais. Certaines personnes obtenaient leur argent, d'autres non. Le monde continuait de tourner. Brian m'a invité à un match des Hornets en décembre. J'ai dit oui. Nous avons bu de la bière hors de prix, et nous avons regardé Charlotte perdre de 8 points. C'était une soirée parfaitement médiocre. Et je l'ai appréciée plus que tout ce que j'avais pu apprécier depuis des mois. J'ai envisagé de faire des rencontres amoureuses, mais je n'ai pas donné suite. J'ai pensé à voyager, mais je n'ai rien réservé. La plupart du temps, je me contentais de travailler, d'aller à la salle de sport, de regarder du basket et de vivre ma vie. C'était calme, simple. C'était la mienne. Un soir de fin décembre, je me promenais dans un supermarché quand je l'ai vue. Jennifer. Elle était dans le rayon des surgelés, fixant un étalage de pizza comme si elle détenait le sens de la vie. Elle avait l'air différente, les cheveux plus courts, un nouveau manteau. Elle avait perdu du poids. Trop de poids, probablement. Elle ne m'avait pas encore vu. J'aurais pu faire demi-tour, prendre une autre allée, éviter toute la situation. Ça aurait été le choix de la facilité. Au lieu de ça, je suis passé devant elle. Je n'ai pas ralenti. Je ne me suis pas arrêté. Je suis juste passé, comme si elle n'était qu'une personne parmi d'autres dans le magasin.
Elle a levé les yeux à mon passage. Nos regards se sont croisés pendant très exactement une seconde. J'ai fait un léger signe de tête, un simple salut de base, le genre que l'on adresse à un collègue, à un voisin, ou à toute autre personne que l'on reconnaît vaguement. Sa bouche s'est entr'ouverte, comme si elle allait dire quelque chose. J'ai continué à marcher. Je suis arrivé au bout de l'allée, j'ai tourné au coin, et je n'ai pas regardé en arrière. Mon cœur battait fort, mais pas de colère. Juste par la simple constatation qu'elle était désormais une étrangère. Quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui avait eu de l'importance, et quelqu'un qui n'en avait plus. J'ai fini mes courses, j'ai acheté du lait, des œufs, du pain, des légumes. Des courses normales. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé à dîner, j'ai regardé un match, et je me suis couché à une heure raisonnable. La vie a continué, et c'était très bien ainsi. 6 mois après le divorce, j'ai reçu un courrier transféré de mon ancienne adresse. Une petite enveloppe, manuscrite, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait la carte d'une clé d'hôtel. Le Marriott du centre-ville était écrit au dos, avec l'écriture de Jennifer. Chambre 167. Aucun mot, aucune explication. Juste la carte, et un numéro de chambre. Je l'ai fixé pendant un long moment. J'ai essayé de comprendre ce que cela signifiait. Des excuses, une provocation, un geste symbolique que j'étais censé déchiffrer. Puis, j'ai réalisé que je m'en fichais éperdument. Je l'ai jeté à la poubelle, et j'ai continué ma journée. Certaines personnes ont besoin de tourner la page en beauté. Elles ont besoin de la grande confrontation, de la scène finale dramatique où tout s'explique, où tout le monde se comprend, où l'on pleure, où l'on se serre dans les bras et où l'on se pardonne. Je n'avais besoin de rien de tout ça. Elle voulait de l'espace. Je lui en ai donné, légalement et de façon permanente. Exactement le genre d'espace dont on ne revient pas. La chambre 167 était l'endroit où elle était allée chercher quelque chose qui, selon elle, lui manquait. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'est l'instant exact où son mariage s'est terminé. Et c'est moi qui ai veillé à ce qu'elle le sache. Non pas avec rage, ni avec violence, ni avec quoi que ce soit de dramatique, de cinématographique, ou de satisfaisant à la manière dont les films dépeignent la vengeance. Juste avec de la documentation, des preuves, et des procédures légales. Le processus froid et mécanique de mettre fin à quelque chose qui était, de toute façon, déjà terminé. Le Marriott sur Trade Street est toujours là. La chambre 167 est toujours louée à des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Le monde avance. Les hôtels ne se souviennent pas. Les bâtiments ne gardent pas rancune. Mais moi, si. Je me souviens de tout, avec une clarté absolue. Non pas parce que je suis en colère. Non pas parce que je veux me venger. Ça, je l'ai déjà eu. Je m'en souviens parce que j'ai appris une chose précieuse. Les gens mentent. Les gens trichent. Les gens font des choix qu'ils pensent pouvoir cacher. Mais tout laisse une trace. Chaque décision entraîne une conséquence. Chaque action suscite une réaction. Jennifer voulait la liberté. Elle voulait de l'excitation. Elle voulait tout ce que Trevor Walsh représentait, dans ses costumes de commercial pharmaceutique, avec sa BMW de fonction et ses réservations de chambres d'hôtel. Ce qu'elle a obtenu à la place, ce sont des papiers de divorce, remis un samedi après-midi à 14h07, alors qu'elle portait un peignoir d'hôtel. Moi, ce que j'ai obtenu, c'est d'avoir récupéré ma propre vie. Un échange équitable.